réclame pour ça la mise en œuvre d'un principe pour essayer de maîtriser le pouvoir que l'on possède. On touche un tout petit peu ici d'ailleurs le début d'une forme de spiritualité intéressante, maîtriser le pouvoir que l'on possède. Alors lui, il n'est pas dans cette dimension de la spiritualité, il dit que par le biais de la responsabilité, quand bien même cela se déroule dans un temps long, il nous faut un principe responsabilité. Alors, c'est juste la petite nuance, hein. Il ne parle pas de principe de responsabilité, mais il parle de principe responsabilité. Et cela sous-tend une dimension importante qui est pouvoir oblige. La notion de pouvoir oblige qui est de réparer non pas un tort commis, mais, et c'est important, réparer un tort que l'on pourrait commettre. Comment réparer un tort que l'on pourrait commettre alors qu'on ne l'a pas commis? Vous suivez et comprenez la complexité. Évidemment, on a cet adage présent dans la Bible, il est présent dans le Coran, il est présent aussi dans un grand nombre de dessins animés et autres. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'enjeu ici, pour comprendre toujours cette dimension de la responsabilité, est de fonder une éthique pour les temps modernes. À l'heure d'une civilisation technologique, je vais citer Hans Jonas, le gouffre entre la force du savoir prévisionnel et le pouvoir du faire engendre un nouveau problème éthique. Le gouffre entre la force du savoir prévisionnel, c'est pas le savoir actuel, c'est le savoir que l'on va savoir, et le pouvoir du faire, mais encore une fois dans une optique future, engendre un nouveau problème éthique. Il ne s'agit pas donc de l'ignorer, mais de considérer pour le résoudre. Donc on a un principe de responsabilité qui émerge, avec un retournement des valeurs. Ce n'est plus à l'accusateur de prouver les dégâts, c'est à l'accusé potentiel de prouver que ce qu'il fera ne causera pas de dommages. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. L'inversion de la charge de la preuve. Je répète ce point parce qu'il est important et facile à comprendre, mais une deuxième fois n'est pas négligeable. Ce n'est plus à l'accusateur de prouver les dégâts, d'accord? C'est à l'accusé potentiel de prouver que ce qu'il fera ne causera pas de dommages. C'est ça l'inversion du domaine de la preuve. D'habitude, l'accusateur dit « voilà ce que tu as fait ». Là, on va vouloir que l'accusé potentiel soit capable de dire ce qu'il est capable de générer. L'inversion de la charge de la preuve. Hans Jonas prend pour ça l'imagination comme voie de réflexion, en faisant en sorte que ce principe responsabilité imagine ce que les avancées technologiques peuvent produire et agir en conséquence dans le présent. Pourtant, on est encore dans les années 60-70 avec Hans Jonas. Concrètement, comment il s'y prend? Il aborde ça en reformulant le principe kantien, dont il se réclame de manière tout à fait claire et officielle dans son livre. Je le cite, « Agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec une vie authentiquement sur Terre. » Agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec une vie authentiquement humaine sur Terre. Il faut donc penser à ce moment-là aux générations futures, mais on verra que ce n'est pas si simple que ça, des gens que nous ne connaissons pas et dont nous avons besoin de les imaginer. Imaginer ces personnes qui n'existent pas. Mais vous comprenez la complexité. La phrase est facile à comprendre, mais par contre la réalisation est beaucoup plus complexe. Imaginer quelque chose qui n'existe pas et me rendre responsable face à cela, sachant qu'il va falloir que moi je sois capable de m'accuser face à ces personnes qui n'existent pas en fonction de ce que je peux potentiellement faire. C'est compliqué parce que être responsable devant un autrui qui n'existe pas est pas évident pour notre cerveau, pour notre conscience, et celui qui le dit de manière quasiment en ces mots-là, c'est Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas en passe par la présence. Il explique que le fait que l'on puisse être responsable vis-à-vis de quelqu'un, c'est à travers sa présence, son existence. Il va même un peu plus loin, puisqu'il parle de visage. Le visage va m'ordonner quelque chose, et l'ordonnation qu'il va m'être donnée, ça va être la responsabilité que j'ai vis-à-vis d'autrui. Et Levinas passe par l'existence du visage, par la personne qui est en face de nous. Mais vous comprenez bien la complexité, puisque être responsable face aux générations futures,
qui n'existe pas, ce que l'a demandé Gro Harlem Brundtland, bien sûr la première ministre norvégienne lorsqu'elle parlait de développement durable, ou le rapport de Denis Milhaud, par exemple, dans les années 70, on parlait de ces générations futures auprès de personnes que l'on ne peut pas voir. Ce qu'il faut imaginer ne serait donc pas autrui, c'est un petit peu la clé, si je puis dire, avec laquelle on va essayer de résoudre ce problème-là. On ne s'interroge pas sur la génération future, on s'interroge sur l'idée de l'homme. Que voulons-nous, ou qu'avons-nous comme idée d'homme que nous voulons préserver? Alors cette idée d'homme, on pourrait d'ailleurs la contester, hein. On pourrait d'ailleurs dire, on s'en fiche de cette idée d'homme, on peut la remettre en cause cette idée d'homme. Est-ce qu'elle est vraiment importante, cette idée d'homme? Il n'empêche que la seule voie possible, c'est d'essayer d'imaginer cette idée d'homme, puisque c'est à lui que nous rendons des comptes. La notion de responsabilité est par nature complexe. On voit bien que ce n'est pas simplement le Code civil. Lorsque l'on creuse un peu et que l'on confronte le Code civil avec des questions de technologie, de mondialisation, de génération future, en fait, désolé de dire de cette manière-là et en ces termes, mais il ne sert pas à grand-chose. Il va servir simplement pour le court terme, pour essayer de délimiter quelque chose, mais le Code civil ne peut pas être utilisé à proprement parler pour ça. Et c'est ce pourquoi le juriste ne nous aide pas. Et si le juriste ne nous aide pas, qui peut nous aider? Le point de vue ici, évidemment, du philosophe, et qui peut nous aider à essayer de réfléchir un peu plus différemment. C'est aussi parce que la notion de responsabilité engage autrui et nous avons plusieurs dimensions au sein d'un même individu. Nous sommes à la fois, en entreprise, on peut être un cadre, on peut être un innovateur, on peut être un citoyen, on peut être dans notre vie privée un parent, une femme, un mari. Et cela pose une problématique supplémentaire qui est l'interaction entre la sphère privée et la sphère professionnelle. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'essayer d'expliquer ici pose une question importante sur dans quelle mesure cela a un sens quand je suis au travail et cela a un sens quand je suis dans la vie privée. Et c'est quoi l'articulation entre les deux? Je le reformule de manière plus simple. Je ne peux pas me dire responsable le lundi matin à 9h et ne plus l'être le vendredi soir quand je quitte mon bureau. Et réciproquement. Il y a donc une interdépendance entre le manager, appelons-le comme ça ici, et les citoyens, entre l'innovateur et celui qui reçoit l'innovation dans son ensemble. L'action que moi j'effectue, comme manager, dois-je la souhaiter en tant que citoyen? Je cite cette fois-ci Marc Neuberg, qui le dit dans son livre La responsabilité. La responsabilité de l'innovation, c'est la prise en compte dans un système de valeurs partagé par l'ensemble des acteurs impactés par l'innovation. Tout ça, c'est pour commencer simplement, et je vais m'arrêter là sur cette première partie qui est la responsabilité, c'est simplement pour essayer de toucher du doigt les complexités. Quand nous allons essayer de regarder l'innovation, on essaiera de regarder avec cette complexité de la responsabilité. C'est déjà pas simple, mais on va essayer d'ajouter un deuxième aspect qui est celui de la spiritualité. Alors, je vais devoir m'expliquer pourquoi est-ce que cette notion est importante, de manière un tout petit peu détaillée, parce que ce n'est pas forcément une évidence que l'on utilise la question de la spiritualité à l'occasion de l'innovation. Pourquoi la spiritualité est-il le deuxième outil qui vient s'imbriquer avec la notion de responsabilité? Regardons ce terme de responsabilité. Comment est-ce qu'il fonctionne? Le terme de responsabilité, il vient, quand on regarde les dictionnaires un peu classiques, hein, ça peut être le Littré par exemple, ça vient du latin qui est spiritualis et qui signifie ce qui est esprit, qui n'a pas de corps. Au cours des siècles, le terme de spiritualité a souvent été repris, plutôt confisqué par le christianisme, bien qu'il n'y soit pas originellement présent. La notion de spirituel n'a rien à voir avec ni le christianisme, ni le bouddhisme, ou l'hindouisme, ou d'une manière générale les religions. Il apparaît dans l'Antiquité tardive, dans la Haute Antiquité, pardon, l'Antiquité tardive aussi, mais la Haute Antiquité, cela va déjà être présent, avec une notion pour le spirituel qui tourne autour de ce qui est immatériel. Ça va être la différence, et c'est pour ça qu'on va spirituel, esprit, âme par rapport à quelque chose de matériel et de physique va être un peu différent. Le spirituel, c'est l'immatériel, c'est l'âme, c'est une activité. Et ce point est important. La spiritualité, le spirituel, c'est une activité. Ce n'est pas quelque chose qui est statique.
computer. Okay, computer. Okay, computer.